bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous voir en chair et en os, réunis enfin pour ce colloque sur l'acte d'image en littérature. We will start this conference with an introduction written by the three of us, organizers, so Andrés Franco Arnache, Yoriki Janas and me, in English and then in French. So welcome all. In the introduction of the English version of the BIDAC Image Act, published in 2018, Urs Vedekam confesses that the idea of the Image Act initially came to him while writing his dissertation on iconoclasm in the 1970s. The dissertation opened with the analysis of a photo of a Cambodian civil war he had found in the press. This picture that we have here is as reproduced in the book, showed a combatant cleaning his rifle under the protection of a painting and a figurine of the Buddha. The two images protected the soldier not only because they called for a divine intervention, but because they were acting like cameras in arm watching his back. This photo indeed is a major example of what the German art historian understands by Bildakt, or Image Act, a concept that sometimes sounds obvious, but is full of nuances and misunderstandings. For art historians and people interested in such matters, as most of the people present in this room today, it's not a secret that images have power. First, it was Plato who wanted them out of his republic, along with poetry. Aware of their power, he considered them idols, fake copies of true ideas that could spoil the youth. And Plato had a point. As most recent scholarship in cognitive narrative studies have argued, and here I'm thinking precisely of Elian Splonsky, Cognitive Hunger, images are delightful to see. They are easy, joyful, and different from text. It is not necessary to pass through years of scholarly education to appreciate them, at least in a superficial level. They are so appealing that the urge to ban and control them has been a recurrent theme for centuries, sometimes with violent repercussions along the way. From the Reformation and the Counter-Reformation of the 16th century, and the most recent attempts to ban films and video games or control images circulating on social media. The acknowledgement of the power of images is also the acknowledgement that they are ideological instruments. As said brilliantly by W.G.T. Mitchell, the fear of images stems from the recognition that these signs and the others who believe in them may be in the process of taking power, appropriating a voice. Images are powerful, and they are shared and rejected within an ideological framework. But is that all? During the 1970s, and in the midst of the linguistic turn, a hypothesis emerged. If images are signs that convey meaning, they could, like its speech, be performative. Some early attempts to transpose the theory of the Speech Act developed by Austin and Searle in the 1960s took place before Vedekam's. Soren Dürp, sorry for the pronunciation, Philippe Dubois, and Elisa Bagwell theories go in this direction. If the sentence, "I name this land America," had a performative function with legal and human consequences, the images like graffiti, political caricatures, or statues are performative as well. As the anthropologist Lisa Bagwell stated, far from being ineffective and inert, images are powerful tools. We employ them regularly to do many things, to make promises, issue commands, or simply state.
We use them to establish group solidarity, give visibility to our opinions, and create boundaries around ourselves and others. However, Pradecamps go further. And this is where the photo of the Cambodian Civil War becomes relevant in disclosing the power images have on us. Pradecamps realized that images are not only used as signs that are enunciative or performative, but that they are actually active, much like the two Buddhas back in the Cambodian soldier. In the introduction of Image Act, Pradecamps defines his new perspective as follows, and I quote here, "A new approach proposed here locates the image not in the place of formerly occupied by the spoken word, but in that formerly occupied by the speaker. The image is, in short, no longer the instrument, but the actor. Indeed, the prime mover, the protagonist. The Image Act, as understood in what follows, adopts the dynamism inherent in the relationship between the speech act and its own social, political, and cultural environment. But it finds its starting point in the latent capacity of the image to move the viewer. It is in this capacity that images seem to act independently from their creator's intention, provoking reactions in their viewers. Pradecamps lists endless examples from the religious Veda icons that acquire fetishist properties, to uses of mannequins as surrogates in surrealist works, passing through the mutilation of statues' faces or sexual organs because they infringe the morality of the time. Images seem to act on us, and we act on them in response. In Handling, we have been interested in studying not only how writers manipulate images, but how the iconographic universe surrounding them has actually agency on them, and how this will be the core of this conference, writers react in response. As Barthes, who, when in front of the picture of the winter garden, felt a punctum, a piqûre that arrived to create a private wound, a blessure in him. Writers, as all of us for millennia, have been subject to the power and the act of images. Alors, je continue en français. Notre idée pour ce colloque est donc d'opérer ou de tenter d'opérer un transfert de la notion d'acte d'image, de penser l'agentivité de l'image dans le domaine de la littérature de la fin du XIXe siècle à nos jours. Leur efficace, leur pouvoir, leur force, les trois termes étant employés par Louis Marin par exemple, mais aussi leur efficience, l'ouverture de leur potentialité, au-delà du rapport de causalité lié à une intention, pour reprendre le terme que Bernard Vouilloux proposait de mettre en avant en 2011. Un pouvoir somme toute assez mystérieux, dont on connaît seulement en général les effets. Et c'est bien des effets dont il va être question pendant ces 2 jours, qui sont consacrés donc aux usages pratiques des images, mais des usages pratiques des images en littérature. Comme on l'écrivait dans l'appel, qui a été rédigé avec l'aide de l'ensemble du comité scientifique, que je dois remercier ici, on espère au moins 2 choses de ce colloque. Premièrement, mettre en avant les relations entre l'écriture et des images, plutôt qu'entre texte et images. Et deuxièmement, focaliser la réflexion sur les images concrètes, matérielles, en privilégiant une approche artefactuelle de la notion d'acte d'image. Le transfert ne va pas de soi, bien sûr. Beaucoup de questions sont ouvertes, restent ouvertes, ou qu'on voudrait en tout cas poser en suspens pour commencer. En voici quelques-unes. Y a-t-il des actes d'image spécifiquement littéraires? Parle-t-on de l'agentivité des images ou de l'image? Étudie-t-on l'acte d'image écrivain, à la façon par exemple du syndrome de Stendhal, sur des textes, à la manière du tir pictural qui a été conceptualisé par Liliane Nouvel, ou plutôt sur une écriture en s'intéressant au processus créatif plus qu'aux œuvres, en se centrant sur l'atelier de création, comme cela s'est beaucoup fait récemment, je pense aux tables de montage de Didi Huberman par exemple, qui emploie ce terme, mais les références ne manquent pas en la matière. Alors, à quel niveau étudier ces actions lorsqu'une image intervient dans le processus de création, dans la genèse d'une œuvre, ou plus largement lorsqu'elle participe à un rituel d'écriture, par exemple, comme une mise en condition de l'écriture? Il y a là une réflexion à mener sur la dimension inchoative de l'image,
C'est le terme qu'on a employé par exemple au sujet des murs d'écrivains, dont on va parler ce soir. Les spécialistes des ateliers d'écriture parlent, eux, parfois d'inducteurs. D'autres spécialistes de culture visuelle vont parler de photo-élucidation ou de phototextualities en anglais, ou encore d'anamnèse. Et les questions terminologiques sont importantes, je suis sûre qu'on va le voir et qu'on va parler de terminologie pendant ces 2 jours. Alors on se demandera aussi si l'action des images en littérature est prévisible ou si elle est inattendue, si elle fait partie d'un protocole ou si l'écrivain, au contraire, les laisse agir de façon désordonnée, surprenante, puisque l'image est, comme l'écrit Marie-Josée Monzin, un lieu d'indétermination radicale. Comment agit l'image à la façon d'une étincelle, d'une balle qu'on laisse rebondir. Certains écrivains parlent d'images racines, par exemple, ou d'images effervescentes. En la matière, les métaphores sont vraiment nombreuses, sous la plume ou en bouche des auteurs et des autrices, pour qui l'image, cette autre du langage, pour reprendre l'expression d'Arnaud Rickner, en est aussi une source. Source qui semble aujourd'hui, plus qu'avant, peut-être inépuisable. L'acte d'image est sans doute avant tout un acte de langage. Alors ce sont des questions en apparence assez simples que l'on voudrait soulever en commençant. Où trouver les images qui vont avoir un pouvoir sur l'écriture? Est-ce que ce sont les images trouvées par hasard, sur lesquelles on tombe en rangeant en particulier? Et je vous renvoie au Barthes qui commence la chambre claire par « je rangeais des photos », je rangeais des photographies au mois de novembre. Et je ne déroule pas ce fil de la boîte qui me tient fort à cœur, vous le savez. Donc est-ce que ces images vont apparaître par hasard, ou plutôt est-ce que ce sont des images qu'on va nous mettre entre les mains, allant même jusqu'à la question de la commande qui va être présente dans ce colloque. Parmi les lieux importants de ces trouvailles, citons le musée, on pense aux symbolistes et plus récemment à Yannick Hanel, à Valérie Mréjean, au grenier, le lieu des archives familiales, des cartons, et là on pense à Marguerite Duras, à Camille de Toledo, et pardon pour le caractère très franco-centré de mes exemples. On pense aussi au marché aux puces, donc les surréalistes, mais aussi plus récemment Ben Lerner en littérature américaine, ou encore aux grilles de Google Images sur nos écrans. Ensuite, ces images, comment l'écrivain ou l'écrivaine les rend-il agissantes? Quelles sont les étapes de leur action dans un processus d'écriture? À commencer par un premier geste, celui du regardeur qui a été conceptualisé par Anne-Cécile Guibard. Suivent les gestes d'imprimer, de découper, d'afficher, puis le choix d'intégrer ou non les images à un manuscrit, de les intégrer ou non à une publication. Sans oublier cette idée de l'image fantôme, sur laquelle on va revenir. C'est devenu bien sûr un topos des études texte-image, mais je crois qu'il faut le redire. L'agentivité de l'image réside souvent dans son absence. Non pas l'image mentale, mais bien l'absence de l'image matérielle. La distance que l'on prend avec, les blancs même qu'on ménage entre des images. Alors plus concrètement, ce colloque prend place dans le programme de recherche Handling, donc vous l'avez compris, que je dirige ici depuis 2019, à l'UC Louvain, grâce à des fonds du Conseil européen de la recherche, dont je parle beaucoup ces dernières années, et que je voudrais une fois de plus remercier. Une fois de plus, une dernière fois même, puisqu'il s'agit du colloque final de ce projet, qui porte donc sur la manipulation des images concrètes par les écrivains. Projet qui a donné lieu, par exemple, alors juste pour mentionner certaines des réalisations, à un beau colloque sur l'apticité dans les relations texte-image en littérature, sous la direction de Corentin Laouste, ici présent aussi, et Marcela Sibierska, aujourd'hui publié dans la revue Texte-Image, et aussi un important cycle sur la notion d'iconothèque d'artistes et d'écrivains, qui a été orchestré en particulier par Jessica Desclos, qui est également présente, et qui va donner lieu à un livre à paraître au Pur en novembre. Mais l'heure n'est pas encore au bilan. En effet, il s'agit aujourd'hui d'ouvrir les débats sur toutes les possibilités de ce transfert, qu'on a essayé d'évoquer assez rapidement dans cette introduction, en partageant des exemples très différents, et aussi en confrontant des avis théoriques qui sont parfois divergents. Alors, comme la photographie commentée par Bredekamp, sur laquelle Andrés a souhaité commencer, on voulait aussi proposer d'ouvrir ce colloque en commentant cette image quelque peu intrigante que l'on a choisie comme affiche. Alors, il s'agit donc d'un montage photographique de Philippe de Joncker, écrivain et photographe contemporain que plusieurs d'entre vous ici connaissent bien. Ce sont plusieurs photogrammes, donc ou rayogrammes, donc une image obtenue sans objectif, des empreintes d'objets simplement posées sur le papier sensible et exposées à la lumière de l'agrandisseur. Photo donc argentique par excellence. On y reconnaît un sachet de clous,
un attrape-rêve, une bobine de développement de négatif, une ampoule, de la rouille et quelque chose de végétal, voire d'animal, je crois reconnaître des ailes de mouche par exemple. En tout cas, des jeux de matière. Les images de ces objets ainsi mis en série peuvent évoquer peut-être un alphabet, une écriture, peut-être un récit, ou alors, je dirais au contraire, c'est un inventaire, un classement, une typologie peut-être. Ces objets sans valeur, bons à jeter ou désuets, sont ici mis en lumière par un halo blanc comme sur une scène de théâtre. Est-ce qu'ils sont déjà des personnages ou est-ce qu'ils attendent sagement leur tour? L'image, en tout cas, est ici agissante dans les possibles qu'elle ouvre, dans la mise en langage qu'elle appelle. Alors, s'il existe une pléthore de textes inspirés de la pratique historique du rayogramme, et notamment le premier portfolio de Man Ray, Les Chants délicieux, qui a donné lieu à vraiment une série de textes critiques et poétiques de la part des surréalistes français, à ma connaissance, aucun texte littéraire n'a encore été écrit à partir de cette image singulière, mais elle est déjà agissante sur nous, comme visuel de colloque. Car les chercheurs sont aussi, c'est important de le souligner, des usagers d'images. Alors d'abord, bien sûr, il y a le plaisir, je dirais évident, de voir des personnes que nous connaissons déjà, c'est le cas aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il y a aussi le plaisir plus subtil de pouvoir enfin mettre un visage, une image vivante, disons agissante, bientôt une voix, une sensibilité, sur ce qui n'aura parfois été, pour nous jusqu'ici, qu'un nom et un prénom juxtaposés, un titre, une notice biobibliographique, des messages, parfois il faut le dire, envoyés dans l'urgence. Tout ça pour dire que c'est au moins à double titre qu'Anne, Andrés et moi-même sommes ravis de vous voir réunis aujourd'hui autour d'une appétence, du moins pour certains d'une curiosité commune pour l'image et ses effets en littérature. Alors, je vous propose que l'on en vienne à ce qui concerne le pratico-pratique, qui est également très important dans un colloque. Ce colloque sera moins bilingue finalement que ce que nous pensions, surtout que Julie Leblanc de Toronto, qui devait parler ce matin, a dû renoncer à nous rejoindre. 2 interventions seront tout de même données en anglais, les autres bien sûr en français, mais il vous sera bien sûr possible, dans tous les cas, de poser des questions dans les 2 langues, selon ce qui vous semblera le plus commode. Alors, les actes du colloque seront publiés avant la fin de l'année, sous une forme numérique qui prendra en charge des contenus multimédia pour traiter concrètement des exemples d'agentivité de l'image, leurs enjeux propres et ceux liés aux questions théoriques soulevées par la notion qui nous occupe. Alors, Anne et Servan Monjour, présentes aujourd'hui, piloteront tous 2 ce projet et vous ont déjà normalement écrit à ce sujet et répondront à toutes vos questions pendant ces 2 jours. Nous avons la joie de pouvoir offrir un livre aux intervenants pour les remercier de l'intérêt qu'ils ont trouvé, à venir parfois de très très loin, pour nous partager leur travail et leur travail qu'ils ont eu à cœur à élaborer. Ils pourront choisir entre les cartes postales de Michel Butor, il y a aussi une diade, je pense. Les cartes postales de Michel Butor, un petit livre de photos signé Pauline Bassot et Adèle Godefroy, sorti par ailleurs le mois dernier, c'est tout récent, aux éditions du Canoë. Ou encore Mur d'images d'écrivains, publié il y a un an par Anne Jessica Desclos, Marcela Skibiorska et Corentin Laoust. Il s'agit en fait de la somme qui a servi de base à l'élaboration présentée ici même au musée L au premier étage. D'ailleurs, une visite guidée de cette exposition proposée par Jessica Desclos et Anne Reverso est prévue ce soir, directement après nos débats. Elle durera environ 1 heure, on essaiera de faire en sorte que ce soit le cas. Sachez que ce soir, d'ailleurs, l'ensemble du musée est ouvert en nocturne jusqu'à 22h, comme chaque jeudi. Nous sommes déjà au week-end, comme chaque jeudi. Alors, pour les conférenciers, nous avons également prévu un souper, c'est-à-dire pour les Français un dîner, qui aura lieu à partir de 19h30 et non 19h comme c'est inscrit dans le programme. Donc 19h30 au restaurant le Citizen Kane. À très exactement, j'ai vérifié, 7 minutes d'ici pour les gens qui marchent comme on l'a envisagé Google Maps. Demain soir, nous terminerons en beauté avec un atelier réflexif d'art-thérapie appliqué à la création littéraire. Ce sera proposé par Sandrine Lissac. Ce sera l'altérez-vous autour d'un bon verre, à 5 minutes tout pile d'ici, cette fois-ci. Mais dans l'autre direction, je pense que c'est tout devant, c'est tout devant, à vol d'oiseau, on va dire. Alors, outre ces 2 événements en soirée, nous avons donc organisé les choses en 9 sessions,
avec des communications de 25 minutes et un temps de questions-réponses prévu à la fin de chaque session. Alors le programme est chargé, vous l'avez vu, mais il est agrémenté de nombreuses pauses, lors desquelles on vous invitera, notamment Servan, à réfléchir à la publication numérique autour d'un petit mur d'images, normalement au fond de la salle, si j'ai bien compris, composé des cas que vous nous aurez également soumis pendant ces 2 jours. Et nous vous en remercions encore une fois. Pour finir, nous tenons bien sûr à remercier chaleureusement tous les collègues qui ont accepté de présider les sessions, ainsi que tous ceux et celles qui sont venus, parfois de loin, assister aux présentations, sans oublier l'ensemble des équipes du musée et Séverine de Vichères pour son aide dans l'accueil et la logistique, notamment dans ce qui suivra le colloque. Et dans la photographie. Et dans la photographie. Merci. Un grand merci enfin au FNRS, au Conseil européen de la recherche et à l'Institut de civilisation, arts et lettres, notre institut de recherche, qui ont financé ce colloque. À présent, c'est avec un immense plaisir que nous laissons place à Sofiane, qui va aimablement diriger la première session. Nous vous remercions et bonne journée.